bonjour à tous, bienvenue à notre antenne, bienvenue à notre émission Miroir pour cette énième de l'année 2023 qui aura reçu beaucoup d'écrivains cette année. Alors justement, on en a un à côté de nous, mais vous le connaissez, il s'appelle Jean Ducreux. Il est familier de notre émission parce qu'il n'arrête pas d'écrire des romans policiers ou autres. Une fois par an à peu près. À peu près une fois par an, mais comme ça fait pas mal d'années que ça dure, ça fait pas mal d'invitations. Alors bien sûr, Bernard est de l'autre côté de la vitre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir à Jean Ducreux, notre invité. Voilà, puis André qui vient et qui aime bien être le lecteur donc, de l'émission, parce que des fois il n'a pas lu les livres encore. Oui, et puis je dois dire que j'ai toujours un grand plaisir de rencontrer Jean Ducreux. Moi qui ai les pires difficultés à écrire des lignes, je vois quelqu'un qui produit des choses intéressantes et rapidement finalement. Voilà. Alors on va parler de cette production, si on est dans la production, mais c'est pas des légumes dont il s'agit, sinon des espèces rares ou des espèces anciennes. Voilà, quels légumes on pourrait associer à Jean Ducreux? Ou à fruits, des fruits. J'aime surprendre un peu mon monde et je pense qu'avec ce roman, je varie grandement de tout ce que j'ai pu écrire jusque-là. Il y a beaucoup moins d'humour, il y a un style qui est beaucoup plus direct, un vocabulaire qui est moins riche, je crois, puisque je me suis limité aux 3000 mots de vocabulaire du français courant. Oh, il y a quelques espèces en latin quand même, j'ai trouvé. Ah, d'accord. Des oiseaux, des oiseaux ou des plantes, on verra. Ah oui, pour les engoulevents. Oui. Et donc, c'était un petit peu un défi pour moi d'écrire un roman avec une intrigue beaucoup plus simple également. Voilà, donc le dernier roman qui vient de paraître, c'est Le figuier des engoulevents. Alors, il a fallu que moi j'aille dans le dictionnaire pour chercher ce que c'était que les engoulevents, mais on vous dira tout ça. On va reprendre avant ce livre qu'on va balayer en long, en large avec le vent du sud, des Pyrénées. On va reprendre un peu, Jean, votre carrière d'écrivain, donc tous les ans depuis, je regarde, moi, ça a commencé en 2016. Voilà, 17, 17, 18, 19, la trilogie ligérienne, trois romans. Qui avait eu beaucoup de succès, à ma grande surprise, mais qui m'avait poussé à écrire plus, évidemment. C'était les premiers, ceux-là? C'était les tout premiers. Les tout premiers, d'accord. Oui. On a eu la chance de voyager dans le forêt, la plaine du forêt, avec la trilogie ligérienne, donc qui s'appelait... Des crimes et des routes. Voilà. Avec 3 titres, le héros de la RD 311, le fantôme de la 72 et la disparue des Tourettes. Voilà, on était sur les voies rapides de la plaine du forêt et ailleurs, avec un petit tour par la gendarmerie, un petit tour par les villages, un petit tour... Par les journalistes aussi. Hein. Ah oui, la journaliste de la Tribune. De la Tribune Le Progrès qui passe ensuite à France 3. Je ne sais pas si elle y est toujours, on vérifiera. Voilà, donc ça c'était le début, c'était du polar sympa, avec beaucoup de rebondissements, des trucs un peu fantastiques, un peu par moments. Un peu, c'était peut-être des intrigues un petit peu compliquées, notamment le 2, voire même le 3. Et donc, c'est pour ça que je me suis... certaines personnes m'en ont fait la remarque. Tes intrigues sont très compliquées. Et là, je me suis efforcé de faire une intrigue relativement simple avec peu de personnages. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine de personnages, et dont 4 importants, et puis c'est tout, quoi, en fait. Alors, je repars sur la carrière, moi, parce que j'ai une idée fixe. Donc, les suivants, c'était le Moineau de Bellecour. Alors, ce coup-là, on est vraiment à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise. Oui. On est toujours bien chez nous, quoi. On retrouve quand même nos marques un peu sur tous les coins de la ville et tout. Et cette fois-ci, c'était encore une trilogie. C'était une trilogie, en fait, qui est d'ores et déjà une tétralogie. En fait, c'est une collection. Je suis en train de travailler sur le Moineau 4 et j'aimerais lancer un appel. C'est-à-dire que je suis à la recherche d'un nouvel éditeur pour le Moineau numéro 4. Il se trouve que le Moineau, curieusement, si je dois faire le bilan, a eu moins de succès que la trilogie ligérienne, parce que j'avais beaucoup vendu dans la Loire.
Et dans le Rhône, c'est beaucoup plus difficile de le percer. En l'occurrence, j'ai trouvé un très très bon accueil chez de grandes enseignes comme De Citre ou bien la Fnac, où j'ai fait des signatures chez De Citre. Je passe régulièrement voir Thomas, le spécialiste des polars à De Citre Bellecour. On s'entend bien, je connais ceux de La Pardieu également. Et ces grandes enseignes me font confiance. C'est-à-dire qu'on pouvait à tout moment trouver en rayon, chez De Citre Bellecour, Confluence ou Pardieu, des moineaux. On en trouvait, tout le temps, je passais régulièrement, je dis un petit bonjour, et je constatais que les piles baissaient, quoi. Or, il n'en est pas du tout de même pour les librairies, disons, de quartier. Et ça, à mon grand chagrin, évidemment. C'est-à-dire que mon éditeur m'a fait part du nombre de librairies dans lesquelles était vendu le moineau. Et en l'occurrence, il y en a eu 67 dans le Rhône, ce qui est quand même énorme. Mais ça ne signifie pas que le bouquin est en rayon. En fait, ça signifie uniquement qu'un lecteur est entré dans la librairie pour réclamer un moineau. Alors, je sais qu'il y en a eu beaucoup plus de vendus à Vienne qu'ailleurs, mais le moineau n'était jamais en rayon. C'est-à-dire que les libraires du coin, en fait, ne jouent pas du tout le jeu. On leur commande le bouquin, ils le commandent en un exemplaire, le vendent et ils se dépêchent de l'oublier. Et ça, je trouve ça vachement regrettable. Alors que, autant le dire, les libraires de la Loire, mais jouent le jeu. Libraires de Feurs, de Montbrison, de Saint-Étienne, libraires Forum à Saint-Étienne, tous mes collègues sont représentés, et moi-même, donc on est en rayon. Donc il y a une véritable volonté de promouvoir les auteurs locaux. À Lyon, on ne trouve pas ça du tout. À Lyon, on attend simplement que Paris dicte le goût du jour. Et je trouve ça très regrettable. On est même allé assez loin, puisqu'on a donné des exemplaires à des libraires de Lyon. Alors, à Lyon, je suis bien représenté curieusement dans le 6e, qui est mon quartier, par quelqu'un que j'ai appris à connaître, c'est les Bibillots. Donc, alors attends une seconde, c'est vers la place Lyotet. Bref, là ils commandent des Ducreux 10 à la fois, et ça part. Mais les autres libraires ne jouent pas le jeu. Alors ça, c'est la triste confidence d'un auteur là, oui, qui ne nous parlera pas de ses droits, parce qu'ils sont très minimes, ils sont petits, les droits. C'était très décevant sur le moineau, autant le dire. Donc je m'en suis ouvert à mon éditeur, et à l'heure actuelle, j'ai dit non, on ne peut pas continuer ensemble. C'est un type vraiment très respectable et qui essaie de faire un boulot, mais il n'arrive pas du tout à percer sur Lyon. Alors, une chose de différence aussi, Jean, c'est que dans la Loire, très souvent, il y a des journées du livre. Il y en a pas mal de petites journées du livre dans les petites villes. Mais alors, là aussi, il y a un constat à faire, j'espère que ça va reprendre, c'est que dans la Loire, il y a beaucoup de salons du livre qui sont relativement peu fréquentés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelquefois, on va se trouver avec, je pense au festival d'Attigna, qui est plutôt dans l'Ain. À Attigna, 85 auteurs, 120 visiteurs. Ça va pas, ça. Donc, la pandémie a tout bousculé pour tout le monde. Moi, je suis rentrée à une journée à Bouin, je me souviens où tu es. J'ai été à Bouin, oui. Oui, mais tu étais à l'extérieur, tu étais parti manger ou je sais pas quoi, on t'a pas vu. Ah bon. Bouin, il y a la petite Sonia Pupier qui fait un travail absolument remarquable. Mais sa dernière édition doit remonter à 2 ans, et la pauvre n'a pas eu chance, c'est-à-dire qu'il y a eu très très peu de fréquentation. Elle a bien fait les choses, il manquait peut-être un peu de presse, un peu de battage, un peu de bruit. Mais Jean, on t'avait connu au salon de l'auto-édition, donc c'est là qu'on s'est rencontrés, et avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'organisatrice qui... Céline Bernard. Voilà, Céline Bernard, qu'on avait reçue à notre antenne, et c'était très vivant, il y avait du monde et tout. Non, c'était bien ça. Et ça ne s'est pas tellement renouvelé, je crois qu'il y a eu une autre séquence à laquelle on était, n'est-ce pas Bernard il dit oui, hein, avec les yeux, avec la tête. La dernière, le problème, la pandémie a vraiment brouillé les cartes. La dernière qu'on a faite, c'était à Vèze. C'était à Vèze, oui. Avec notre regretté président, en plus. Oui, avec Patrice Berger qui était avec nous à cette époque-là, oui. Oui, on aimait bien. C'était pas Gorge de Loup, plutôt ? Oui, mais c'est ça, Vèze. Oui, c'est ça, Vèze, d'accord, oui. Gorge de Loup.
Donc ces petits salons, là, on avait rencontré... on s'est rencontrés, il y avait d'autres gens aussi, oui, tout à fait. très sympas, Jouteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Jean-Benjamin Jouteur, qui hélas, à notre grand regret, a émigré. Il se trouve maintenant breton. Ah ben, alors maintenant, il se fait des copains en Bretagne, mais il nous a oubliés, je crois. C'est intéressant, ces histoires de salons. J'en connais un petit bout parce que je fais partie du patrimoine de l'Est lyonnais, où nous rassemblons une trentaine de communes de l'Est lyonnais, et chaque année, nous produisons un petit volume ou un volume plus ou moins conséquent. Ah oui. Et tous les 2 ans, il y a un salon des livres... ce sont des livres de type... Régionaux. Les livres régionaux de l'Est lyonnais. Ah ouais, et au début, on s'est trouvé dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine d'exposants, et puis relativement peu de monde. On se rendait visite les uns les autres, et puis Et on a modifié, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et maintenant, nous avons amélioré cette manifestation. Il y a toujours, évidemment, les auteurs, même si ce sont des auteurs fort modestes, mais enfin, ce sont des auteurs. Et puis, nous faisons en même temps, des conférences, des conférences qui durent 15 20 minutes, sur tel ou tel aspect régional. Ah oui, c'est bien. Et ça a eu un certain succès. Ça donne une vie nettement plus forte à la vie des livres. D'accord. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Il faudra une bonne formule. Trouver des comédiens pour la prochaine pièce. Alors. Oui. On a un extrait. Voilà, on est parti un peu sur les problèmes de l'édition. Donc le moineau, il y en aura un 4e. Il y en a un 4e, il est près à 60-65%. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le moineau, donc je ne peux pas prononcer son nom, son nom, parce que je ne suis pas hispanique. Et il s'appelle Nacho Obispo. Oui. Voilà, donc c'est un détective. C'est un détective privé lyonnais. Oui, c'est un personnage, qui a pignon sur rue, place Bellecour. Enfin, son bureau est place Bellecour, et lui habitait Ney. Ce qui explique aussi une foi ardente qui est encouragée par son épouse, qui s'appelle Marie-Caroline Bussy de Charette. Voilà. Une très bonne famille. Et ils ont 6 enfants. Du quartier des Ney, oui. Voilà. La natalité est forte dans les milieux catholiques. Oui, oui. Des Ney. Et un chien aussi. Et un chien qui s'appelle El Gato, parce que tout petit, il ressemblait plutôt à un chat qu'à un chat. Voilà. Oui. Voilà. On voyage, dans ses premiers livres, on voyage beaucoup avec des langues européennes et autres. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu mon dada. C'était le dada, c'est un vrai cheval. C'est pas, on va pas l'appeler comme un chevreuil. Oui, alors donc ce moineau, ce détective, il t'a accompagné dans les 3 romans qui sont déjà parus, dont le dernier qui se passe avec l'Astrobal. Alors oui, qui se passe à l'Astrobal, c'est assez marrant parce que je répète ce que j'avais pu dire précédemment, c'est-à-dire que j'ai été très très bien accueilli par le club. Qui m'a aidé, on va dire matériellement, en me faisant visiter des installations, y compris les vestiaires des joueurs, etc. Et le bouquin est aussi en vente dans la boutique de la Selle. Ah. Ouais, donc mon éditeur avait réussi un joli coup. Là, il y avait une 50aine d'exemplaires, je ne sais pas combien il en reste aujourd'hui. Alors, on parlait de complexité. Celui-ci, par exemple, dont on parle, je trouve très complexe. Le fantôme de l'Astrobal. Oui, et puis, très complexe, avec des personnages et puis des entrelacs, des lieux très complexes. Enfin, c'est l'image complexe. qui me reste. C'est en complexité, je crois qu'il est aussi complexe, sinon plus que le fantôme de la 72, qui nous emmène en Afrique, dans le Bosphore, etc. Oui. Avec des histoires un peu... des petits clichés qui reviennent tout le temps, les histoires des jumeaux, donc des jumeaux qui interviennent mais c'est vrai, la gémellité. À la place de la gémellité, qu'est-ce qu'on a un petit peu qui revient tout le temps? Il y a pas mal de choses qui sont... J'ai réfléchi justement sur... en fait, mon prochain bouquin, ça va être un bouquin qui se passe à Ponsons, dans la Loire. Et donc, un écrivain arrive chez son frère, donc dans la ferme de notre grand-mère, en fait, et se rappelle un petit peu sa jeunesse. Alors, il se trouve que j'ai passé les 2 premières années de ma vie dans cette maison, et autour de ce tilleul où on avait construit un petit parc pour enfants. Et à cette époque-là, mon oncle, qui exploitait la ferme,
recevait des stagiaires sénégalais chaque année. Et c'est profondément marquant pour moi, puisque on trouve des Sénégalais ou des Africains un petit peu dans tous mes bouquins. Les souvenirs d'enfance, l'imprégnation d'enfance. Ouais, Mamadou, l'inspecteur Mamadou dans Le Moineau, voilà. Et j'aurais d'autres exemples de textes qui ne sont pas forcément édités aujourd'hui, où il y a des grands Africains, généralement. Alors là, le livre à Ponsard, c'est pas le quatrième moineau, c'est encore un autre roman. Le quatrième moineau, lui, il est... J'ai besoin de trouver un éditeur. Pour le quatrième moineau, je lance un appel solennel. Je ne veux pas m'engager parce que c'est un projet quand même d'envergure, celui-ci. Comment dire, c'est une belle intrigue, très surprenante, avec plein de rebondissements. Pas une intrigue très très complexe. Mais j'ai besoin d'un éditeur pour le terminer, celui-là. C'est ce que j'attends aujourd'hui. Et dans l'intervalle, je rentre de 6 semaines en Asie et j'ai terminé la structure d'un bouquin qui va s'appeler Foxtrot, et qui est en fait ce qu'on appelle un cozy crime. Un cozy crime, c'est des enquêtes de voisinage, généralement à la campagne. Le meilleur exemple des cozy crimes, c'est Agatha Raisin. Je ne me rappelle plus le nom de l'écrivaine. Mais enfin, donc là, c'est l'histoire d'un écrivain qui arrive chez son frère, comme je disais tout à l'heure. Là, on est à Poncin. On est à Poncin. Et ça, ce sera vraisemblablement le prochain bouquin, avant Le Moineau, à moins qu'un éditeur se manifeste. Et là, donc, on va avoir une dame qui se présente devant l'écrivain et qui dit j'ai un problème criminel. Il va chez elle, il s'aperçoit que 3 de ses poules ont été tuées. Alors, donc, il y a un peu d'humour, mais au-delà des poules, évidemment. Ça s'appelle comment, le crime de poule? Je ne sais pas. Un poulocide. Un galinocide. Un galicide. Non, un galinicide. Ouais. Donc, voilà. Donc, SOS, cherche éditeur, parce que écrire, c'est bien. Puis bon, on en est au 8e, 9e ou plus. J'en suis au 9e et 10e, personnellement, oui. Plus que sur la table, une pièce de théâtre, plus des... Une pièce de théâtre qui s'est montée en février, mars, en Bretagne. Donc, oui. il faut avoir les épaules un peu larges maintenant pour... C'est-à-dire que je suis retraité, donc j'ai tout le temps... Oui, mais je veux dire, l'imagination étant galopante, il faut que l'édition soit galopante aussi. Oui, non. Voilà. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai parce que j'ai trop de projets en réserve. Ça, ouais. C'est un petit peu un problème. J'ai pas le problème de la page vide ou de... Oui, mais c'est sympa de trouver des gens qui sont dans l'imaginaire et si fertiles qu'ils les embarquent à chaque tournant de... Je crois que l'imaginaire ne date pas d'hier. Hein. Je pense que tout petit déjà, si je peux dire. On sortira le divan la prochaine fois. Hein. Oui. On va écouter une petite musique et on va partir sur notre livre du jour. Qu'est-ce qu'on a choisi, Jean? Alors, j'ai choisi 3 morceaux du dernier album de Neil Young qui vient de sortir le 8 décembre. Et il y a des reprises et puis il y a des choses vraiment intéressantes. J'adore Neil Young, j'adore ce Canadien. Eh ben, on va commencer avec Common Time. Ça passe vite. Comes a time
our souls and we flew away. We were right, we were giving. That's how we kept what we gave away. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. Comes a time, comes a time, comes a time, comes a time. This old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. Comes a time, comes a time, comes a time, comes a time, comes a time. C'est nouveau et c'est déjà sur Radio Pluriel. Oui, alors justement, c'est vraiment nouveau. Oui. C'est le dernier roman de notre ami Jean Ducreux et qui s'appelle Le figuier des engoulevents. Alors, une question je veux dire à 100 francs, à 100 euros pour le jeu des 1000 euros. Qu'est-ce que c'est les engoulevents? Un engoulevent, c'est un petit oiseau comment dire, qui vit surtout de nuit et que c'est un oiseau migrateur, c'est-à-dire qu'il va et vient d'un hémisphère à l'autre. Voilà, et donc c'est bizarre comme titre, ça fait appel à cet oiseau, un oiseau nocturne dans un figuier, C'est-à-dire que, ça nous met en dans fait, quelle disposition? le nœud gordien de l'affaire, c'est que le roman se déroule dans un domaine qu'on appelle le mât des engoulevents. Donc, le figuier des engoulevents, c'est pas le figuier qui est fréquenté par des oiseaux. Non, c'est un figuier qui se trouve au sommet d'une carrière, au-dessus d'un domaine qui s'appelle le mât des engoulevents. Voilà, donc ça, un mot, un lieu dit. Alors, il y a une très belle photo de couverture qui nous prête à la rêverie. C'est une photo générée par intelligence artificielle. Bon. J'ai simplement mis figuier des engoulevents et je suis tombé amoureux de cette photo tout de suite. Ouais, elle est très très belle. Les couleurs sont bleutées, sombres, comme les fonds de tableaux anciens, les bleus patinières qu'on trouve dans tous les tableaux du XVIIe siècle et tout. Voilà, donc on est tout de suite projeté dans un paysage. Il y a vraiment c'est un roman qui transporte dans un lieu où on a envie d'aller. Oui. Mais que je situais dans le Midi, moi. Mais André a des choses à lire, peut-être, non, sur le lieu, c'est ça? Oui, déjà? Je pense. Allons-y. Il se tourna vers la demeure dans laquelle il avait passé la moitié de sa vie. Le mât exhibait quelques lézardes de structure, le crépi se détachait des murs par grosses plaques boursouflées. Sur le toit, un grand nombre de tuiles étaient cassées, mais d'une façon plus générale, son aspect n'avait pas changé. Était même resté dans une niche entre deux fenêtres, à 2 mètres du sol, une Sainte Vierge, trop blanche pour être là depuis longtemps. Sa mère, mort, la tradition se perpétuait malgré tout. Il eut un pincement au cœur à nouveau. Ce qu'il aimait dans cet édifice en pierre brute, c'était son irrégularité, ses toits multiples qui regardaient chacun vers un point cardinal particulier sans se soucier des autres. Il y avait certainement une raison historique à cette variété. Un bâtiment construit après un autre, puis 2 autres, et ainsi de suite, selon le besoin de ses occupants.
L'ensemble s'était façonné au fil des décennies, depuis l'époque de l'arrière-grand-père, une cohérence incomparable, logique, incontestable. Il n'y avait pas de maison similaire dans tout le canton. Ici, j'ai été heureux un jour. Voilà, donc, belle description d'un retour aux sources, de retour... D'un retour aux sources, oui. C'est-à-dire que quand je me suis posé le défi d'écrire quelque chose de plus simple, je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire trop simple non plus. Alors j'ai dû puiser dans mes ressources, dans mes souvenirs personnels. Alors effectivement, ce domaine des Engoulevents se trouve du côté de Perpignan, du côté d'Estagel, dans une commune que je connais bien qui s'appelle Raziguères. Et en fait, dans le roman, la commune s'appelle Caraguères. Donc c'est un petit mélange de deux communes de là-bas. Mais évidemment, il porte une forte ressemblance à la ferme de ma jeunesse. Et donc, j'ai dû me transposer dans mon passé, dans cet endroit précis, pour retrouver des sensations de Caraguères. C'est un petit peu un panaché des deux, quoi, en quelque sorte. Et de la même manière, j'ai dû puiser dans mes ressources, dans mes souvenirs d'enfance, pour me remettre en question quel couple avaient été mes parents, etc. Donc, il y a une très, très forte part de moi dans ce roman, évidemment. Mmh. Donc, les derniers romans qui seraient plus orientés vers la transmission, vers Alors, l'héritage, justement, il semble que je suis un petit peu obsédé par le thème de l'héritage de l'association en ce moment, puisque la pièce de théâtre qui s'appelle Terre à Terre parle d'un paysan qui transmet sa terre à son fils, qui veut rester à la ville, au début de la pièce, que le moineau de Bellecour, numéro 4, s'appelle Beau Lait, Beau Legs, bel héritage, et qu'en fait... le moineau de Bellecour se trouve confronté à un héritier qui est aux abonnés absents. C'est-à-dire que sa mission dans ce roman-là est de trouver l'héritier qui joue l'Arlésienne. Depuis 5 ans, on n'a pas entendu parler de lui, etc. Donc, voilà 3 bouquins Dans Terre à Terre ? Ah non, c'est dans le moineau de Bellecour au numéro 4. Parce que c'est aussi le thème. Le thème donc, de celui-ci. Je suis en pleine... c'est là que je peux évoluer, mesurer mon évolution psychologique et voir où j'en suis de mon développement personnel. Et là, il est clair que je recherche, je crois, un retour aux sources, que je recherche la trace patrimoniale, etc. Oui, c'est ma préoccupation à moi en tant qu'individu. Alors, elle est fortement incarnée dans ce livre par le personnage qui s'appelle Constantin Cafaros, c'est ça ? Constantin Cafaros, qui a quelque chose comme 44 ans à peu près. Donc ça vous donne aussi mon âge mental. Parti à la ville, ayant fait une carrière de fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est-à-dire que c'est un type qui est bardé de diplômes et... qui ne les a pas vraiment exploités à leur juste mesure. C'est-à-dire qu'il a refusé tout un tas de compromissions. Il s'est avéré trop entier pour louvoyer dans les milieux politiques qu'une sous-préfecture ou qu'une préfecture pourrait l'amener à gérer, quoi, en quelque sorte. Et donc, c'est un personnage qui est peut-être un peu trop doué, mais pas très très réaliste au fond, quoi, et qui est poussé par des femmes, qui est poussé d'abord par sa mère pour faire un beau mariage, réussir, aller ailleurs, et par son épouse qui est une petite bourgeoise assez déplaisante, hein, c'est ce qu'on entrevoit dès le début. Assez, c'est trop faible. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est-à-dire, voyez-vous, justement, c'est à ce niveau-là que ce roman est très technique. C'est-à-dire que le personnage de Constantin Cafaros est sympathique. Il a été écrit pour être sympathique. Donc, j'aurais peut-être un petit peu trop fait dans la bonté. Il manque peut-être un petit peu de nuance. Mais ça m'intéressait de voir un personnage un petit peu entier, dans le bon sens, avec des principes moraux. Il manquerait un peu de charisme. Il manque un peu de charisme. Il y a un de mes lecteurs... alors, curieusement, je ne considère pas, je ne devrais peut-être pas le dire, ce roman comme le meilleur que j'ai jamais écrit. Loin de là. Mais sur Babelio, par exemple, j'ai une note moyenne de 4,93 sur 5. Bon, c'est un roman qui plaît.
à ma grande surprise. Et alors que ce que je craignais au départ, c'est d'écrire quelque chose de trop technique et de trop calculé en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai dû insuffler dans une deuxième et troisième version. Je n'étais pas tout à fait satisfait de moi-même, donc j'ai insufflé beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de larmes, beaucoup plus d'hésitation, et notamment dans ce qui arrive à Constantin, quand même, il est à un moment dépouillé de pas mal de choses. Il est dépouillé de tout ce qu'il a pu accumuler, on va dire. Et même de sa mémoire, parce qu'il ne sait pas ce que son père a vécu, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a échappé à ces 20 ans de vie où il ne comprend rien, quoi. Il est obligé de se remettre en question sur c'est-à-dire que ce que reproche Constantin à son père, c'est le suicide de la mère. Et donc, pendant 20 ans, le père et le fils ne se sont pas parlé. Donc c'est quand même quelque chose de grave, quoi, de marquant, de traumatisant. Et ce livre va justement combler peut-être ces 20 ans de silence, petit à petit. Il va grignoter sur le... Oui, il va élucider pas mal de choses. Il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Il y a beaucoup d'inconnus et de secrets à découvrir quand même dans ce livre. Il y a des secrets, mais qui ne sont pas des secrets, je dirais, traditionnels. Par exemple, au sommet de la meulière, de la carrière au-dessus du domaine, se trouve un figuier. Et sur ce figuier, il y a un cœur. Hein, on peut imaginer traditionnellement avoir 2 initiales dans un cœur inscrit sur un arbre comme ça. Et en fait, là, il n'y a qu'une seule initiale. C'est-à-dire que ce cœur est divisé en 2. On a F à gauche et on n'a rien à droite. Alors, effectivement, il y a des inconnus. Qui est F ? Voilà, Michel, visiblement, a résolu le problème. Voilà, donc c'est un des mystères de ce bouquin, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont explicitées parce que, comme d'habitude, pour qu'il y ait secret, il faut qu'il y ait silence. Et il y a des silences multiples de toutes parts, de la part de la mère, de la part de l'épouse, de la part de la sauvageonne, qui était l'amour de sa jeunesse. Et on ne ment pas, on tait simplement, on ne dit pas. Voilà. On ment par omission. On ment par omission. Alors comme il y a quand même des personnages qui sont pas très nets. Je dis pas politiquement, mais ça pourrait l'être. Donc, on se demande quelquefois s'il n'y a pas des traquenards. Donc, est-ce que la notaire, elle n'est pas quand même complètement oui, la notaire est un personnage trouble. Voilà, trouble, des personnages troubles. Ce qui fait que pour arriver à déceler la vérité, comprendre les parties blanches du roman, celles qu'il va falloir découvrir, parce que quand il arrive pour l'héritage, justement, ce Constantin, on lui apprend qu'il y a une autre héritière. Il y a une autre héritière, une Madame Cafaros, qui n'est pas sa mère, qui n'est pas sa femme. Même nom que lui, voilà. Même nom que lui. Voilà. Donc, il va falloir percer ce mystère-là, et il y a beaucoup Donc, de en fait, il n'hérite de rien, véritablement, au départ, sinon de conditions de vie, simplement, on va dire. C'est-à-dire qu'on l'oblige à revenir au mât et à mener la vie du mât, l'économie du mât, pour trouver son héritage. Et ce qui est intéressant dans ce livre aussi, peut-être que c'est pour ça que c'est attachant, c'est que en revenant dans la vie du mât, il va trouver une véritable famille affective, avec plein d'histoires, plein de personnes, et qui va s'y attacher petit à petit. Donc, oui, c'est une famille très, très bariolée, avec certains éléments trop jeunes pour avoir vécu les 20 dernières années, d'autres quand même qui les ont vécus, et de manière trouble. Je parle de l'antillaise qui est... c'est Mama Zef, c'est ça ? Mama Zéphirine. Ouais, voilà. Donc on l'imagine bien en mama italienne, avec plein de petits autour. Alors il y a un petit texte à lire, André. Il revoyait la Zéphirine d'antan, pas de lunettes, mince, légèrement ronde, désirable probablement, avec sa peau café au lait, ses frisottis sur la tête, laquelle était enserrée dans un bandeau croisé en madras déjà. Enlève ça, Zef. Tu es né à Vesoul, bon sang, et puis quoi d'autre? Tu vas te mettre à parler créole?
Mais tu n'as jamais mis les pieds en Martinique, ma petite, disait Marcelin. Pour toute réponse, il recevait un rire cristallin sans fond, émis par des dents magnifiquement blanches. Buana, si je vous ressemble, alors je suis votre esclave, issu des colonies. Si je porte le vêtement coloré que je veux bien, je suis française des îles, et libre. Oh oui, ah ah. Et l'enfant Constantin riait avec elle, balançant la tête en arrière lui aussi, alors qu'Antoinette Caffaros, elle qui avait tiré la métisse, orpheline et de père inconnu, de la mission diocésaine pour qu'elle l'aide dans ses tâches à l'intérieur et autour de la maison, observait la scène d'un air complètement ravi. On était heureux à l'époque. Oui, c'est un bonheur un peu difficile à retrouver. Voilà, donc ça c'était un des personnages. Mais je crois, Jean, que tu as un personnage favori quand même dans le roman. C'est Faustine, je pense. Ben, j'imagine, oui. Alors, qui est Faustine ? Alors, Faustine, c'est une... Elle détonne dans le village un peu, hein, quand même. Elle détonne dans le village, Ouais. c'est vraiment... Et pas comme les autres. Elle détonne par ses infirmités, elle détonne par le fait qu'elle a ouvert une librairie qui ne gagne pas d'argent, c'est-à-dire qu'elle se moque complètement de... Elle n'a pas de contingence matérielle qui la freine. Et il y a eu quelque chose entre Constantin et Faustine avant qu'ils ne partent étudier à l'ENA à Strasbourg. Et comment dire, Faustine est un joli personnage de femme, je crois, très entêtée, complètement déterminée dans tout ce qu'elle fait. Par exemple, c'est une gamine qui, petite, avait eu 1 an, puis 2 ans d'avance. Elle pouvait avoir 3 ans, mais elle avait décidé à 8 ans, probablement, qu'elle voulait rester dans la même classe que Constantin. Parce que Constantin, c'est sa vie. Et vraiment, je trouve que c'est un beau personnage que je ne connais pas dans la réalité, que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup. J'aime bien ces femmes déterminées. En plus, elle est libraire, elle pourrait commander des... Elle pourrait commander mes bouquins. On arrive à créer un personnage qu'on ne connaît pas du tout et qui prend une force, comme tu le dis. Oui, complètement. Complètement, ça peut passer. Pour moi, en tout cas, hein, je ne peux pas parler pour, je sais pas, mais ouais, j'arrive à créer des personnages qui n'existent pas, quoi. Mais pourvu qu'ils aient une véritable cohérence psychologique. Je suis très attentif aux motivations et aux détails qui vont exprimer la psychologie d'un personnage. Ça, oui, certainement. Je pense, par exemple, je ne devrais pas dire ça, mais, parce que je n'ai pas ni vocation ni autorité pour le faire, mais mon épouse adore Lemaître, Pierre Lemaître. Et moi pas. C'est-à-dire qu'elle me cite un bouquin où 2 enfants, un enfant assassine, enfin tue malencontreusement un 2e enfant. Et j'ai détesté ce bouquin parce qu'il n'y avait aucune psychologie véritable à ces 2 petits personnages. Quand j'ai lu Au revoir là-haut, j'ai bien aimé Au revoir là-haut, sauf la fin, qui était pour moi complètement incohérente. Et j'ai noté avec plaisir que Dupontel, quand il a fait son bouquin, a donné une autre fin à son film. Et celle-là est vraiment cohérente. D'ailleurs, ça se termine par le suicide du défiguré. Et ça, c'était vraiment bon. Donc, je suis très attentif à ça. J'adore Philippe Claudel, qui a une écriture que je rêverais d'avoir. Mais il m'a un petit peu déçu sur un dernier bouquin parce que son personnage, qui semble obsédé par une jeune vierge, est pas cohérent, quoi. Et pas cohérent jusqu'au bout. Il a des incohérences. Ça me gêne beaucoup. Je crois que j'ai un fond freudien assez fort et je suis très vigilant pour ce qui concerne mes propres bouquins. Et donc, si je peux me permettre, ce sont des défauts que je vois ailleurs. Mais pas forcément chez moi, évidemment. C'est-à-dire que c'est aux autres de me dire si ce que j'écris est cohérent ou pas. Mais chez les autres, je le vois assez bien. Et donc, je suis à la fois critique, mauvais lecteur en ce sens que je me contente de... Il me faut beaucoup, quoi, pour être content dans un bouquin. Ce qui est un peu paradoxal, c'est d'entendre un romancier chez qui règne l'imagination qui demande de la cohérence, alors que dans la vie ordinaire,
quantité d'actes sont manifestement incompréhensibles, même par leurs auteurs. Je pense qu'on n'a pas assez de détails dans ces cas-là. Mais un roman comme un film ou une pièce de théâtre doit raisonner, donc représenter. Je veux dire, pour reconnaître des personnages, il faut en avoir rencontré de similaires, et tous ces gens-là ont une psychologie. Alors, parler de la psychologie d'un personnage de roman, évidemment, c'est un peu curieux, mais malgré tout, pour moi, je suis très vigilant à ça, quoi. Oui, puis le romancier, il a aussi pour fonction d'éclairer le monde. Les choses qu'on ne comprend pas, le romancier donne une explication, il donne un sens, il donne une cohérence, finalement. Je veux bien l'entendre, mais je n'ai pas cette ambition. Je suis pas... Qui serais-je pour avoir la moindre ambition dans ce domaine? Je veux dire, je ne crois pas que je sois... le seul petit crédit que je m'accorde à moi-même, en ce qui concerne mes romans, c'est la structure. C'est-à-dire que je suis assez bon pour monter des structures. Et ça, c'est... Mais en revanche, je ne suis pas un grand littérateur, soyons clairs. Comment dire ce que j'aime quand je raconte une histoire, c'est-à-dire quand j'ai mon ossature et mon histoire bien construite, c'est trouver un ton pour la représenter. Par exemple, Philippe Claudel, lui, il va trouver un style avant de trouver son histoire. Ça me gêne quelque part, quoi. Donc, c'est pour ça, par exemple, que sur mes 8 bouquins, à part les 3 moineaux qui se ressemblent un petit peu, puisque j'ai mis 3 mois à trouver le ton de la voix du moineau. Pour Pharaon, qui est complètement différent, il est raconté sur un mode différent. Celui-ci, le figuier des Engoulevents, qui est vraiment très différent. Les 3 ligériens sont aussi très différents. J'ai d'abord conçu les histoires et ensuite j'ai trouvé un style pour les raconter. Ça m'embêterait En fait, je suis incapable de faire du style pour faire du style. Et on ne peut pas me reprocher... je ne crois pas, du moins. André, tu me... on ne peut pas me reprocher de faire du gras. Mes romans sont maigres. Contrairement à ma silhouette. Mes romans sont maigres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots en trop, etc. J'ai une sorte d'économie narrative qui me pousse à ne pas en rajouter. Je ne mets pas 3 paragraphes là où il n'en faut qu'un. Le style est très agréable. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que ça se lise le plus rapidement possible et qu'on prenne du plaisir, effectivement. Et on peut quand même signaler que le figuier des Engoulevents fait moins de 200 pages. Fait moins de 200 pages, mais on est quand même dans un milieu où on va... en arrière-plan, il y a la vigne, l'oliveraie, et puis les carrières. Au niveau économique, il y a des choses qui se passent. Là, j'ai fait un petit peu de recherche, évidemment, y compris sur place à Raziguères pour poser des questions. Il y a la place des notables du coin ou de ceux qui ont pignon sur rue. Exactement. Là, j'ai assisté à des fêtes du village, des choses comme ça. Voilà, les restaurateurs aussi, leur économie, leur projet, le foncier pour récupérer les terres. Le foncier, et tout ça. Oui, c'est ça. C'est des choses qui ont bercé aussi ma jeunesse. Il n'y avait pas de vigne du côté de Feur, non. Encore qu'il y en a à bois, on le sait. Mais malgré tout, quoi, j'ai un fond paysan, quoi. Alors, mes copains de la Loire, ils se foutent de moi quand ils voient des trucs comme ça. Alors, quel paysan tu fais? On a discuté d'un truc l'autre jour au téléphone. Jean, j'avais envie d'y revenir parce que quand on écrit un roman sur son village où on a été, et avec les personnes qui vivent dans ce village et tout, on peut donc, je te citais te mettais en garde contre les aventures d'un auteur qui s'est fâché avec son village. Oui, tout Pierre à fait. Jourde. Comment s'appelait-il déjà? Alors, Pierre Jourde. Pierre Jourde, voilà, Pierre Jourde. Le livre, c'est Pays perdu, donc je vous conseille d'y aller le lire. C'est une écriture extraordinaire. Et nous qui avons habité dans le Haut-Forêt, il y a, mettons, un grand nombre d'années où on a rencontré des gens qui vivaient dans une économie quand même particulière. Oui. C'est reculé dans les villages, tout ça. On peut se trouver dans des situations d'avoir d'écrire des choses qui ne sont pas ordinaires pour le citadin de Lyon ou d'une commune. Et ces choses pas ordinaires, il les a écrites avec brio.
Mais ça s'est mal terminé pour lui, quoi. Même ça s'est terminé dans une Avec agression. Des brouilles et... Non, plus que de la brouille, de l'agression des gens du Mon village Dieu, mon sur Dieu. l'auteur. Donc attention, Jean, attention. en Non, écrivant mais sur Ponsac, c'est une mise en pas garde qui révéler est nécessaire. de secrets ou de... Parce que, par exemple, dans le village de Poncin, il y a un maire qui est en place depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas combien il a fait de mandat, peut-être 6 ou 7. Et il y a une opposition qui est assez virulente, qui fait un bloc, ma foi, qui a au moins le mérite, on est en démocratie, donc on a le droit de dire autre chose que la force dominante du village, quoi. Mais donc, je ne vais pas m'engager avec Foxtrot dans ce genre de débat, parce que je ne vis pas dans le village au quotidien et que je n'ai pas d'opinion préconçue là-dessus. Donc, je vais bien m'en garder, quoi. En revanche, je demandais à des amis poncinois, j'y étais samedi soir, si je pouvais exploiter le personnage d'un potier. Et on m'a dit, il y a une potière qui est... Et c'est vrai que je connais la potière qui habite de l'autre côté du champ de foire, du foirail. Mais comme elle est victime d'un accident, je vais ménager la chèvre à le chou. C'est-à-dire que je vais dire le nom du maire, le déguiser un petit peu, comme je fais d'habitude avec le moineau, c'est-à-dire que ce ne sera pas Julien Duché, le maire, mais ce sera Julien Duchois. J'ai des amis qui habitent le village comme André Vial, ça va devenir André Viel. Mon frère va rester mon frère, donc il s'appelle Philippe, voilà. Ma belle-sœur Christine, etc. Tout le monde va Ils sont tous dans le livre. Ils sont tous dans le livre, oui, avec des rôles parlants. Tout le monde va parler. Ce qui est un petit peu exceptionnel. Quelquefois, quand je cite des gens, comme mon ami pilote de ligne que j'ai mis en prison dans le Moineau 3, parce qu'il transportait un sac de farine de la Réunion un peu blanche. Un peu blanche. Et non, là, c'était de la rigolade, quoi. Il parlait pas. Mais en revanche, là, tout le monde va parler. Avec des choses qui vont apporter de l'eau au moulin de l'intrigue, si je puis dire. Un nouvel exercice de funambule, quand même. Funambule, mais bon, je veux me fâcher avec personne, n'est-ce pas? Mais tes masques, là, sont quand même tout à fait clairs à décrypter. Hein. Celui qui s'appelle Vial, on l'appelle Viel. Tout le monde va se reconnaître, quand même. Oui, mais je veux dire par là que ce n'est pas un roman à clé. Je vais pas concentrer mon œil sur la politique de la commune, ni la sociologie de la commune. Non. C'est une intrigue policière, c'est-à-dire qu'on vient voir ce romancier qui n'a jamais résolu la moindre intrigue à part dans ses bouquins, et on lui dit, voilà, ça commence par on a tué 3 poules. Et il se trouve que vous allez avoir un renard, Foxtrot, en couverture, avec une poule. Une danse, moi. Pardon ? Je croyais que c'était une danse, le foxtrot. C'est une danse aussi, oui. Oui. Et puis après, ça se gâte. Ça se gâte parce que le pauvre garde champêtre, qui fait aussi office de fossoyeur dans les communes, eh bien, il lui arrive malheur. Et là, je m'arrête là parce que je ne vais pas déflorer mon sujet. On écoute une dernière petite musique ? Oui. On a le temps, oui. On a le temps, c'est bien. Oui. Don't Forget Love. Oh là, avec l'accent, alors. Don't forget love. Ah voilà. N'oubliez pas l'amour. C'est mieux. Don't forget love. 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 When you're angry and you're lashing out, don't forget love. You don't know what you're talking about. Don't forget love. When the wind blows through the crime scene and the TV man starts talking fast, don't forget love. 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 When you got no one you can confide in, don't forget love. In every story there's a secret hiding, don't forget love. When you're taking and you could be given, when you're dying
forget love. Don't 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 forget love. When you're waking up with a frown and the world keeps bringing you down, don't forget love. Don't forget love. Don't forget love. Love will bring you back around. Put your feet right on the ground. Don't forget love. 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 When the storm comes and the lights go out, don't forget love. When the rains give way to sunshine, don't forget love. There's a secret in every story, in the ways that we remember love. Don't forget 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 love. C'est nouveau. Et c'est déjà sur Radio Pluriel. Bon, c'est toujours nouveau puisque c'est le dernier livre, roman de Jean Ducreux avec nous ce soir, Le figuier des Engoulevents. Et donc André se voit missionné de... Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'un personnage qui est en fait celui du méchant, un restaurateur qui s'appelle Fabrezan et qui est une grande gueule. Un manipulateur. Un manipulateur, qui fait du chantage. Un harceleur. Ouais. Et donc, il a des idées, il veut absolument s'emparer du mal des Engoulevents. Un jour, Fabrezan lui avait mis la tête sous l'eau, dans le coin de baignade du moulin. Un plan d'eau peu profond, avec retenue, caché derrière un mur de roseaux quasi impénétrable. Un point de ralliement inévitable pour les jeunes et les moins jeunes. Que voulait-il ce jour-là ? Une agate ? Une épée ? Ou un chapeau de mousquetaire ? Un ballon de rugby ? Constantin avait cru mourir. Il avait failli se noyer dans 50 cm d'eau jusqu'à ce que l'instituteur mette une grande taloche sur la tête de son bourreau. Monsieur Albrecht lui avait sauvé la vie ce jour-là. Voilà, donc c'est un peu ce personnage-là qui était je ne sais plus comment on dit ça en français, un bully, quelqu'un qui harcèle, quoi. Eh bien, le petit harceleur est devenu un grand harceleur et un gros harceleur. Et donc, il ne cesse de poser des problèmes à Constantin Cafaros, jusqu'à même payer ses dettes pour lui de manière à l'avoir sous sa coupe. Et d'ailleurs, quand tout brûle dans le coin, il ne faut pas en parler. Bon. Donc, quand tout brûle dans le coin, c'est chaud. Ouais. On n'en parle pas. Et oui, il y a un gros incendie, comme souvent dans le Midi, comme souvent en Occitanie. Oui, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ce roman. Il y a la traversée du passé, le retour. Il y a la famille qui éclate aussi, puis qui se présente dans un instant de vérité. La femme de Constantin, bon, elle est pas fraîche à la fin. Donc la fille aussi. Enfin, c'est des. Disons qu'elle est punie. Les mauvais personnages sont punis tous. Oui, ça finit relativement bien, ce livre. Je pense que ça se termine bien, sans trahir quoi que ce soit, mais... et Bernard qui veut dire quelque chose. J'allais dire, c'est un happy end à l'américaine. Oui, un happy ending, voilà. C'est-à-dire que les bons personnages sont récompensés de leur vertu. Mais c'est un petit peu une fable. C'est un roman, c'est mon premier roman qui n'est pas policier, à part peut-être Pharaon.
Et voilà, ça se termine bien, quoi. Mais est-ce que tu es plus à l'aise dans ce type de roman que dans un roman policier ? C'est plus facile de trouver des rebondissements dans un roman policier. Alors que, évidemment, dans des romans comme celui-ci, que je qualifierais de fiction du lundi soir sur TF1, ça passe par des événements du passé, des secrets de famille, des choses comme ça. C'est pas inintéressant à faire, mais je pense que ça doit avoir ses limites. Je n'ai pas d'autres projets de romans pour l'instant. En tout cas, moi, j'ai bien aimé me coltiner la recherche de cette légataire universelle en disant, mais d'où elle sort ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Et tout ça, on est quand même dans cette recherche pour voir arriver ce personnage-là qui est sur la succession. On comprend rien, quoi. Puis c'est vrai, il y a des points de suspension, des points d'interrogation. On est obligé de cogiter aussi, nous, pour retrouver tous ces personnages. Jean, ce figuier des engoulements, donc on le trouve où alors, puisque les librairies font plus leur boulot? À Lyon, on le trouve au Biblio, dans le 6e, donc. Hein. À Saint-Étienne, à la librairie Forum. À Feurs, la librairie du lycée. À Montbrison, chez Lavigne. Etc., etc. C'est-à-dire mon circuit habituel à moi, quoi. C'est-à-dire que je repars sur un modèle d'auto-édition avec les éditions Vierberel, ce qui signifie Vierberel Verlag, ce qui signifie 4 oursons. Et, 4 oursons, voilà. D'accord. Ouais. Voilà, ça va couper. Voilà, ça va couper. Bon, donc merci. 4 oursons et un site donc, où on peut retrouver Jean Ducreux.